Très chers ETT-pécuriens et ETT-pécuriennes, l'heure est grave. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans notre saint studio, qui se compose en tout et pour tout de la table à manger de Guillaume et de chaises tremblantes, non pas sous l'effet d'une présence maléfique, quoique Poupette, le chat de Guillaume, pourrait être qualifié de démoniaque. Non. Ici, les chaises tremblent simplement sous le poids de nos honorables postérieurs et des multiples tortures que le chat leur aura infligées au fil des années, leur laissant des cicatrices et des traumas que tous les psychologues du monde ne sauraient soigner. Mais bon, je ne connais pas encore de médecin pour chaise. Et puis, de toute façon, pas sûr qu'elle tienne le coup lors du déménagement prochain de notre ami Guillaume. Alors rest in peace, comme on dit. Mais comme à mon habitude, je m'égare, alors revenons à ma prière du jour, car oui, prier, nous allons en avoir besoin dans cet épisode spécial Halloween. Comprenez ici que nous avons choisi un film d'horreur, que dis-je, le film d'horreur, afin de coller un peu plus à la réalité et au bon déroulé de l'année civile. Et Halloween oblige, nous étions forcés de retomber dans nos vieux démons et vous parler d'un film plus tellement récent. Et cette fois, on est allé chercher encore plus loin que tous les films que nous avons étudiés jusqu'à maintenant. Mais rassurez-vous, nous restons quand même en terrain connu. Donc accrochez-vous car cette fois nous partons. Non, pas au pays imaginaire, doucement Peter Pan. Nous retournons bel et bien outre-Atlantique, au pays de la démesure et plus précisément en 1973. Alors sortez vos plus beaux pantalons pattes d'éléphant et vos plus belles rouflaquettes et laissez-vous porter par votre narrateur préféré. Il y a 52 ans sortait donc un film qui allait bouleverser le genre du cinéma d'horreur, au point qu'aujourd'hui encore, il est considéré comme LA référence des films d'horreur traitant de possession. Un film qui aura réinventé le genre et dont l'héritage est aujourd'hui encore présent. Un film à la légende aussi grande que son tournage, 200 jours contre les 85 prévus au départ. Une durée qui s'explique par plusieurs facteurs qui auront participé à rendre ce long métrage mémorable, et ce, avant même sa sortie. Que ce soit un incendie qui ravage plusieurs décors mais qui épargne miraculeusement celui de la chambre du personnage possédé, des blessures, des accidents, des incidents techniques, un réalisateur qui n'hésitait pas à traumatiser ses acteurs et qui entretenait un climat de terreur en tirant des coups de feu à blanc sans prévenir, un tournage frigorifiant ou encore une propagande savamment orchestrée autour d'une possible présence surnaturelle pendant le tournage. Autant de faits qui auront permis à l'exorciste de bâtir sa propre légende et de terrifier toute une génération d'adolescents en soif de sensations fortes dans la foulée. Et quand je parle d'adolescents à cette époque, je ne peux évidemment pas m'empêcher d'imaginer mes parents découvrant le film. Surtout ma chère maman, qui, dès que je fus en âge de comprendre un tant soit peu ce qu'était un long métrage, m'a parlé de son souvenir de l'exorciste. Oui, elle m'a parlé de ce visage terrifiant qu'elle ne cessait de voir, et qui la poursuivait dans les escaliers de sa maison d'enfance lorsqu'elle se levait la nuit. Et du coup, c'était ça, la légende de l'exorciste, pour moi, le film qui avait terrifié ma pauvre mère. Elle, si sensible face à la moindre violence filmique aujourd'hui, mais qui dans ses jeunes années pourtant n'hésitait pas à regarder les films les plus choquants, Cannibal Holocaust ou bien Massacre à la tronçonneuse, et l'Exorciste donc. Ils y sont tous passés. Pendant que moi, je n'avais même pas le droit de regarder Kill Bill ou Matrix d'une traite. Non mais vraiment, les parents, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Enfin bon, en ce qui me concerne, je n'étais pas encore un projet amoureux en 1973, alors pourquoi ? Pourquoi ce film ? Déjà, parce que j'aime ça, j'aime les films d'horreur, j'aime me faire peur, chercher où se trouvent mes limites. Comme la plupart des gens qui sont friands de ce genre, j'aime rire face à mes propres réactions de sursaut devant l'écran. Et ensuite, parce que Guillaume déteste ça, et que c'est donc extrêmement satisfaisant de le torturer et de le forcer à en regarder un. Surtout celui-là, parce que oui, je n'ai pas peur de le dire, ce film est encore aujourd'hui traumatisant à souhait, et j'aurai l'occasion de revenir sur mon premier visionnage lors de l'épisode. Alors ne perdons pas plus de temps. Il ne me reste plus qu'une chose à déclamer. Des embûches du cinéma d'horreur, délivrez-nous, Seigneur. Que vous accordiez à nos auditeurs la sécurité et la liberté de prendre plaisir à nous écouter. Nous vous en supplions, exaucez-nous. Je t'en conjure, Guillaume, délivre-nous du mal et de cet édito encore 1000 fois trop long et lance le générique. Au nom du cinéma, du montage et des effets spéciaux. Amen. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Bonjour à tous, bonjour Bastien. Comment vas-tu? Oh bah ça va très bien. Moi aussi. Comme pour un épisode d'Halloween. Ah bah oui, bon ça va. T'as survécu au film, je suis déjà très heureux. Je suis là, donc c'est que j'ai survécu. Et ça va? Ça s'est bien passé? Ça, j'en parlerai tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Bon, très bien. Bah écoutez, quel plaisir de vous retrouver, quel plaisir de te retrouver. Bien sûr, c'est toujours un plaisir d'être ici. Je te surveille, Poupette. Attention.
Écoute, avant de commencer mon intro, je vais faire un petit point histoire du cinéma, parce que je l'ai un peu dit dans mon édito, que L'Exorciste est donc un film qui a énormément marqué le cinéma du film, le genre du film, a beaucoup marqué le cinéma d'horreur, pardon. Même moi, je le sais. Et pourtant, tu n'aimes pas ça. Ah, Donc, il a marqué le renouveau du genre. Avant lui, les films d'horreur, ils avaient subi déjà plusieurs modes. Entre les années 1900 et 1930, on était plus sur du cinéma fantastique, avec des peurs mythiques, beaucoup de visuels stylisés. Les films muets étant encore très influencés par le théâtre, du coup. Oui. Des années 30 à 50, c'est plutôt le film de monstre qui va prendre d'assaut le genre, grâce notamment au studio Universal. Donc voilà. Et des années 50 à 60, on a un petit retour au fantastique gothique grâce aux œuvres de la Hammer Film Production, très important dans le genre du cinéma d'horreur, qui vont continuer d'utiliser les films de monstres. Et donc j'en profite pour faire un gros big up à Christopher Lee qui a incarné Dracula dans tous leurs films. Et oui. Voilà, donc c'est important de le préciser. Quel acteur. Notre petit Saruman, on l'aime. Compte de coup pour moi. Mais... je sais bien. Et donc c'est la décennie 60 qui va marquer un énorme changement, puisqu'on va passer sur une peur beaucoup plus psychologique, avec des films comme Psychose notamment, d'Alfred Hitchcock, et d'autres qui ont participé au renouveau du genre. Je vais quand même le citer, même si bon voilà, on sait qu'il a fait beaucoup polémique et qu'il continuera de faire polémique, cet imbécile, mais sans le film Rosemary's Baby, on n'aurait sans doute pas eu L'Exorciste, donc réalisé par Roman Polanski. Et il a malgré tout il a permis au genre d'évoluer. Oui, bien sûr. Donc voilà. Et donc également en fin de décennie, on a Romero et le genre du film de zombies qui vont aussi raconter des choses différentes et tout aussi intéressantes. Et donc en 73, quand L'Exorciste sort, il va permettre, grâce à son succès fou, de montrer une violence complètement différente, du coup, beaucoup plus graphique, beaucoup plus choquante et un réalisme parfois bluffant. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, qu'on n'avait pas avant. Et donc redonne de facto un vrai regain d'intérêt pour le genre, permettant donc l'apparition de grands classiques comme Massacre à la tronçonneuse, je l'ai dit tout à l'heure. Et surtout, au-delà du film d'horreur, il a apporté sa pierre à l'édifice du Nouvel Hollywood, démarré déjà 13 ans auparavant, et ça, c'est quand même fou. Donc voilà. Alors, L'Exorciste, qu'est-ce que c'est que ce film ? Moi, j'ai une question. Mais j'en profite, parce que je sais que tu es un spécialiste. Spécialiste. Non, mais en tout cas, bien plus que moi. Est-ce qu'un film comme The Thing, tu le classes dans la catégorie des films d'horreur ? Eh bien, écoute, un film comme The Thing, je ne l'ai pas vu. Ok. Bah, merci. Coup dur pour Guillaume, et coup dur pour Bastien surtout. Non, mais j'ai beaucoup de lacunes en termes de classiques du genre, etc. Mais est-ce qu'il est classé ? Honnêtement, je sais même pas sur. Je pense qu'il est classé plus dans le fantastique. Après, okay. Regarde, on peut poser la question pour le film Alien, par exemple. Parce que Alien, tu le classes comme un film d'horreur. Tout à fait. Mais tu vois, tu parlais de Psychose. Psychose, on pourrait le ranger aussi dans les thrillers. Quelque part. Tu vois ce que j'ai. Bien sûr, ouais. Je trouve qu'il y a une petite. C'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai un peu le sentiment, même si je n'aime pas ça. Il le classe dans la science-fiction horrifique. Ok. Mais tu vois, j'ai un peu ce truc, moi qui n'aime pas trop ce genre-là, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, mais je trouve qu'il y a souvent une ambiguïté dans certains films, que tu hésites à... Et je trouve qu'Alien, t'as donné le meilleur exemple. Comment est-ce qu'on regarde Alien ? Est-ce qu'on le regarde comme un truc de SF ou d'horreur ? Moi, j'ai pas honte à le dire, je n'ai vu que un Alien, je crois que j'ai vu le premier, et j'ai pas vu les autres parce que pour moi c'est de l'horreur. Alors que j'adore la science-fiction, tu vois. Ouais, mais tu vois, Alien, c'est marrant parce que du coup comment ? Le premier est beaucoup plus axé horreur. Alors on va dire science-fiction horrifique du coup, mais avec un gros cachet horreur quand même. Le deuxième, réalisé par James Cameron, c'est une saga intéressante, Alien, parce que du coup, c'est un film, un réalisateur et une identité, et donc un genre presque différent à chaque fois. Le 2, c'est James Cameron, donc t'es beaucoup plus dans le fantastique action, je dirais, et dans mon souvenir en tout cas. Et le 3, c'est Fincher. Alors le 3, c'est toute sa production qui est intéressante et qui prendrait presque un épisode entier. Et le 4, c'est Cocorico, je le dis tout le temps, quand on parle d'un réal français, c'est Jeunet, Jean-Pierre Jeunet. Ouais. Okay. Donc t'es dans quelque chose de beaucoup plus visuel et qui colle en plus à son univers à lui, donc qui est un peu déjanté, etc. Bon, désolé, je t'ai fait sortir du rail, mais... Non, mais il n'y a pas de problème, j'étais déjà pas très bien mis, donc il n'y a pas de souci. Bon, alors on revient un peu à nos moutons. Donc L'Exorciste, en quelques mots, quelques longs mots. The Exorcist, wow. Film réalisé donc par William Friedkin, qui sortait donc de son Oscar pour French Connection, sorti
Alors je sais pas si on a vraiment bien choisi le bon film pour Halloween, mais qui est sorti le 26 décembre 1973 aux États-Unis. Donc voilà, qui est donc l'adaptation du roman éponyme de William Blatty, qui s'était inspiré d'un véritable fait divers d'un petit garçon qui était supposément possédé par un démon et qui datait donc de 1949, puisqu'il avait subi, ce garçon-là, un exorcisme. Il va en tirer une ébauche de scénario en 69 qu'une maison d'édition aura financé, mais c'est 1 an et demi plus tard qu'il va finir son roman et que là, une autre maison d'édition va lui acheter les droits de publication et Warner Bros, je précise tout ça parce que je trouve ça intéressant, Warner Bros va en acheter les droits d'adaptation alors même que le livre n'est pas encore publié pour la modique somme de $640 000 en 1971. Ça fait 5 millions en 2021. Ok. Voilà. Et Blatty, du coup, va pouvoir garder le droit d'écrire le scénario adapté de son livre, va être producteur et choisira même le réalisateur. Donc c'est lui qui va aller voir William Friedkin. D'accord. La musique, là aussi un peu intéressant je trouve, c'est Lalo Schifrin au départ, mais Friedkin n'a tellement pas aimé ce que le compositeur avait proposé qu'il a complètement rejeté la composition et a préféré utiliser des musiques déjà existantes. Je trouve ça assez dingue. C'est fou. L'exorcisme. C'est rare en plus. C'est assez rare, ouais. Pas d'autres exemples en tête là. Moi non plus. Alors, je t'avoue, j'ai pas cherché sur d'autres exemples, c'est dingue, mais c'est assez ouf, ouais. Le film avait un budget de 15 millions et ça a été un carton. 193 millions à l'époque. Aujourd'hui, c'est presque 441 millions avec les différentes ressorties. Et je crois que, en comptant l'inflation, etc., il est à plus de 2 milliards. Ouais, c'est ce que j'avais vu aussi, que c'était supérieur à 2 milliards aujourd'hui. C'est ça. C'est le 3e film d'horreur le plus lucratif après ça, la version de 2017, et Les Dents de la Mer. Il faut le noter quand même. Donc, pareil, Dents de la Mer, film d'horreur, du coup. Celui-là, je l'ai bien aimé. Ouais, tu vois. À noter que le film existe en 2 versions, celle diffusée en salle en 73 et la version de 2000 qui rajoute une dizaine de minutes à l'original via des petits inserts et des scènes supplémentaires et notamment une scène qui n'avait pas été mise à l'époque car les effets techniques se voyaient trop à l'écran. Et nous, on a vu la version originale, on est bien d'accord. Eh ben non, on a vu la version 2000 parce que justement, la scène en question, et on aura l'occasion d'y revenir plus tard, je trouve qu'elle mérite d'être vue parce que moi, c'est un traumatisme. Voilà. Le succès phénoménal du film va donc donner lieu à plusieurs suites. On va pas rentrer en détail dedans parce que c'est pas le sujet, et puis je me suis pas fait violence pour les regarder non plus. Mais la saga est composée de 4 films, une préquelle et une série. Donc finalement, aujourd'hui, on n'invente rien avec les univers étendus des films d'horreur. Et en parlant de succès, on parle de succès commercial, mais il ne faut pas oublier que le film a été quand même nommé dans pas moins de 8 catégories aux Oscars, en remportant 2. C'est la première fois qu'un film d'horreur était nommé en catégorie meilleur film. Ok. Voilà pour l'anecdote. Et il a remporté 4 Golden Globes, dont un pour la toute jeune Linda Blair. Ce qui me permet de faire une petite transition sur le casting en reprenant un peu mon souffle, je suis tout excité. Ah mais bien sûr. Linda Blair donc interprète Regan McNeil. C'est son premier rôle au cinéma, elle a été choisie parmi plus de 600 candidates et elle avait 12 ans lors du tournage et elle a été harcelée à la sortie du film car beaucoup évidemment, c'est l'être humain qui veut ça, mais la confondait avec son personnage de petite fille possédée. D'accord. Ce qui lui a valu une protection rapprochée de la part de Warner Bros pendant 6 mois. Je sais pas si tu te rends compte, je trouve ça abusif. Alors moi j'ai juste un tout petit truc sur elle que j'ai trouvé et qui m'a fait beaucoup rire. Tu sais que je suis un grand fan de Leslie Nielsen. Ah, je sais ce que tu vas dire, je t'écoute. Pardon, si t'avais prévu de le dire. Je l'aurais pas dit donc vas-y. Qui donc a joué dans tout un tas de parodies, notamment la saga Y a-t-il un flic, et il a joué dans un film qui s'appelle Y a-t-il un exorciste pour sauver le monde, et elle joue dedans. Absolument. Et je trouve ça génial qu'elle ait accepté de faire ça des années après parce que je trouve que c'est rare de voir les comédiens dont on parodie les films jouer dans leur propre parodie. Oui, et je trouve ça très chouette. Surtout des années après, puis elle n'a pas fait grand chose d'autre pour le coup. C'était quasiment 20 ans après, je trouve ça. Voilà, ça m'a amusé de voir ça. Je l'avais lu cette semaine là, et j'ai trouvé ça sympa comme info. Très bien. Et merci de l'avoir partagé parce qu'effectivement, je ne l'avais pas noté. Celle-là, je l'avais retenue, mais je ne l'avais pas noté. Un petit point sur une actrice qu'on ne voit pas dans le film, Mercedes McCambridge, parce que c'est elle qui double vocalement Linda Blair lorsque son personnage est possédé. La production ne voulant pas qu'une enfant de 12 ans profère ce genre d'injures. Oui, ce qui s'entend. Mais bon, c'est quand même un peu paradoxal à chaque fois, je trouve, aux États-Unis. Mais oui, c'est l'Amérique. Hein. C'est ça. C'est un pays plein de paradoxes. C'est ça. Mercedes McCambridge, elle s'est remise à boire et à fumer et a demandé à lire ses lignes attachées à une chaise afin de rentrer dans le rôle juste pour doubler la possession. Et ça, apparemment,
Je sais pas si c'est vraiment vérifié cette info, mais je la donne quand même. Elle a été, au départ, elle n'était pas créditée dans le film. Et en fait, on a appris lors de la course aux Oscars que c'était pas Linda Blair qui faisait cette double voix, ce qui apparemment lui aurait coûté l'Oscar du meilleur second rôle à l'époque. D'accord. Ok. Je sais pas si c'est à quel point c'est vrai, mais en tout cas. Mais on aime bien, donc on aime bien. Voilà. C'est Ellen Burstyn qui joue Chris McNeil, donc la mère de Reagan. Alors j'ai noté que le rôle, elle l'a accepté après qu'il ait été offert et que de grands noms aient refusé, notamment Jane Fonda et Audrey Hepburn. Ah ouais. Voilà. Incroyable. Et elle a déjà joué dans beaucoup de films à cette époque, notamment Au revoir Charlie en 1968. Celui qui joue Damien Carras, le premier prêtre, c'est Jason Miller. C'est son premier rôle également au cinéma à l'époque. Et il est à ce moment-là auréolé du succès de sa pièce de théâtre That Championship Season, qui leur a valu le Pulitzer de l'œuvre théâtrale en 72 et le Tony Award de la meilleure pièce de théâtre en 73. Suite au succès de L'Exorciste, anecdote rigolote, il refusera le rôle principal de Taxi Driver. Oh waouh, quel Scorsese dommage. lui avait offert et il n'aura pas une très grande carrière. Bah oui, il est passé Voilà. à côté. Et last but not least, le père Lancaster Merrin est interprété par Max von Sydow, un patron du cinéma américain, une des têtes les plus connues des années 70 à 90 en termes de second rôle, etc. Il a joué dans pas moins de 150 films. J'ai fait une petite liste non exhaustive. 150. Ouais, j'ai fait une petite liste non exhaustive. Donc le 7e saut d'Ingmar Bergman en 57, qu'il a révélé à l'international, L'Exorciste, Flash Gordon, où il incarne l'empereur Ming, Conan le Barbare, Judge Dredd, Minority Report de Steven Spielberg, pour notre ami Guillaume, On se moque de ou mon accent. encore Shutter Island. Ça, c'est pour toi c'est aussi. vrai, incroyable. Et plus récemment, il aura prêté ses traits au personnage de Lor-San Tekka en 2015 dans Star Wars 7. Voilà. Incroyable. Je vois qu'il a, ce que je regarde en même temps, là, il Bien a sûr. même fait une apparition dans le Dune de David Lynch. Absolument, ouais. Incroyable. Ah, il a une filmo de dingue. Ouais. C'est Quand je te dis que c'est un patron, c'est pas fou. c'est pas une erreur. Sinécure. Et voilà, c'est ça. Ouais, Pour aussi. citer Perceval. C'est pas une sinécure cet épisode, je te le dis. Alors, du coup, Guillaume, vu que tu n'aimes pas ça de base, quelles étaient tes attentes? Pourquoi on a choisi le film? Un avis général. Bon. Raconte-nous. Alors, tu l'as dit, on a choisi le film parce qu'on avait envie de faire un épisode thématique pour Halloween, qu'on n'a pas traité de film d'horreur. Donc, c'était aussi Absolument. l'occasion. Effectivement, moi, je suis... c'est pas que je trouve ça pas bien, c'est que moi, je n'aime pas du tout me faire peur au cinéma. C'est-à-dire que j'ai un vrai problème avec ça parce que ça ne... Je vais faire un comparatif un peu étrange, mais c'est un peu la même raison pour laquelle je n'aime pas faire des attractions à sensation. C'est-à-dire qu'une fois passé la peur, je vois, et tu l'as dit par exemple tout à l'heure, toi tu vas rire de tes réactions. Donc je comprends que les gens prennent un plaisir a posteriori des réactions qu'ils ont eues. Moi, pas du tout. Je passe juste un mauvais moment. Et donc, les rares fois où j'ai été confronté à ça, j'ai passé un mauvais moment physiquement. J'ai en tête un film qu'on a vu ensemble On qui n'oublie s'appelle pas Rec. Rec, voilà. Rec, c'est un terrible souvenir pour moi. Et je vais t'en citer un autre qui est beaucoup plus récent, qui s'appelle Life, qui est un film, on va dire, dans l'espace, et où vraiment, il a fallu que je me force à pas quitter la salle. C'est le film avec Ryan Reynolds, Voilà, Jake qui sont- Gyllenhaal. Exactement. Attends, il est ah oui, mais super, moi j'ai le passé film. un très... Oui, mais encore une fois, je ne remets pas du tout en Non, cause bien les sûr, mais je veux qualités dire, cinématographiques. Mais t'as vraiment eu peur? T'as été Ah, mais moi j'avais qu'une envie, c'était de sortir. Je À ce n'en point-là pouvais plus, c'était... Attends, il m'a pas marqué niveau Ben, d'horreur. non, mais tous les gens à qui j'en parle me disent que c'était nul, donc que c'est Moi, j'ai pas bien normal. aimé par contre. Non, mais j'ai enfin, pas eu que, peur. voilà, que ça faisait pas peur, mais moi j'étais terrorisé par ce truc. Incroyable. Et donc j'avoue que on sait qu'on va faire ce film depuis des semaines et j'ai repoussé jusqu'à hier soir pour le voir. On enregistre aujourd'hui. Et tout va on bien. enregistre Le lendemain. Voilà, le lendemain où je l'ai vu. Et donc, très franchement, j'avais une grande appréhension. C'est-à-dire, j'ai regardé, j'avais allumé toutes les lumières. Je sais me où ça suis va, dit, je sais où ça va, mais j'ai hâte je vais d'avoir. passer un film, enfin, ça va être horrible, quoi. Et en fait, pas du tout. J'en étais C'est-à-dire que je vais essayer de... Parce que j'ai quand même un peu réfléchi à comment j'allais expliquer ça. En fait, je me dis, mais pourquoi est-ce que c'est... Alors, il faut le remettre dans son contexte. Le film a, tu l'as dit, 52 ans. Et tu as très bien expliqué. Moi, c'est ça que j'attendais, parce que je savais que toi, tu allais avoir cet apport-là de pourquoi c'est un film aussi important dans l'histoire du cinéma, et notamment du cinéma de genre. Mais vraiment, j'ai trouvé ça... je trouve que ça a très mal vieilli. Et du coup, j'ai regardé le film en me disant, mais d'abord, il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que les scènes qui font peur, il y en a peu.
Donc ça, moi j'étais plutôt content, hein. Moins il y en a, mieux je me porte. Mais les scènes qui sont censées faire peur ne le font, je trouve, pas du tout peur aujourd'hui. Sans doute parce que je l'ai vu là, j'ai 34 ans et puis on est en 2025. On est en 2025, donc en fait c'est très difficile et c'est pour ça que je sais pas trop comment je vais essayer d'aborder ce truc-là, mais c'est difficile, je trouve, de juger ce film-là quand t'as pas du tout de recul sur le film de genre comme c'est mon cas, et de le regarder uniquement avec les yeux d'aujourd'hui. Parce que vraiment, j'ai trouvé ça... Tu peux le dire. Hein. J'ai trouvé ça... Tu peux dire mauvais, vas-y. Mais vraiment, j'ai trouvé ça nullissime. Et alors, je vais quand même tempérer parce que je veux pas me faire fracasser. Mais non, mais par exemple, je trouve que tout le monde joue bien. J'ai adoré Jason Miller. Okay. Je trouve que son personnage, il a un truc dans le regard. J'ai trouvé le personnage hyper intéressant. Il est en plus ambivalent. Tu sens il a un vrai conflit intérieur. Enfin, il y a quelque chose. Ça, j'ai bien aimé. Mais globalement, je me suis dit, alors, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Je vais parler de Jacques. Jacques, je crois, on n'a pas beaucoup parlé dans la saison 2. Mais figure-toi que j'ai appelé mon père hier soir pour autre chose. Et je lui ai dit, écoute, je viens de voir L'Exorciste. T'as déjà vu ce film? Il me dit, non, je crois pas, parce qu'il est un peu comme moi. Il aime pas. Il dit, j'ai dû voir les extraits et tout. Je dis, mais j'ai besoin d'un regard de quelqu'un de ta génération. Je dis, pourquoi tout le monde dit que c'est si bien, quoi. Je me suis ennuyé à mourir devant le film. Alors que je te promets, je m'attendais vraiment à être pas bien. Oui, je sais bien. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça nul, quoi. Alors, je répète, je suis pas légitime entre guillemets parce que non mais si, bien sûr que si. Qu'on s'entende bien, je ne dis pas que le film est intrinsèquement mauvais. Mais je trouve que ce qu'il est censé provoquer, du coup, puisque c'est censé être un film d'horreur, ça marche pas du tout. J'ai trouvé ça vraiment... Donc, in fine, j'étais presque content, parce que j'ai pas passé un moment horrible. On en fera d'autres. C'est à quoi je m'attendais. On fera des films plus récents. Mais c'est ça, tu vois, je pense, tu as parlé de ça, de Stephen King, qui est sorti en 2017, je sais plus qui l'a réalisé, je vais te dire, je sais plus du tout. Mais je pense que si tu me fais voir ça un jour, dans le cadre du podcast, par exemple, là, je pense que ça va être plus compliqué. Parce qu'effectivement, je pense qu'avec la technicité d'aujourd'hui, ça serait des films plus compliqués à voir. Oui, puis il y a un... Je vais rebondir un peu sur ça. Je vais être honnête, je m'attendais à ce que t'aimes pas. Mais je m'attendais à ce que ça te fasse pas grand-chose. Parce que déjà, au-delà de l'âge du film, il y a le côté où quand tu te crées toi-même des attentes, des fois, c'est surtout pour un truc comme ça, quelque chose qui te terrifie à ce point. Et moi, j'avais peur d'avoir peur. Non, mais surtout que le film a une renommée là-dedans. Mais bien sûr. Donc tu te dis, je vais mourir de rire. Et en fait, je vais mourir de peur. Et en fait, il y a beaucoup de gens, justement, qui, comme toi, quand ils le voient aujourd'hui, c'est Andrés Muschietti qui réalise ça. Qui ressentent ça ou qui finalement ne ressentent rien. Mais c'est ça. Voilà. Et alors, c'est... Moi, le film, je voulais le faire parce que, pour le coup, je l'ai vu il y a 9 ans la première fois, à peu près, 9-10 ans. C'est un film qui m'a réellement terrifié. D'accord. Voilà. Alors moi, je l'ai regardé parce que justement, je ne voulais pas le voir parce que comme je l'ai dit dans l'édito, il avait tellement terrifié ma mère et ce qu'elle m'en avait souvent parlé que du coup, je me disais putain, mais il va me tuer le film. Et en fait, il avait cette aura, quoi, tu vois. Et quand je l'ai vu la première fois, il y a 9-10 ans, je l'ai vu avec donc Elodie, ma fiancée, et franchement, il m'a terrorisé. Sur le moment, il m'a terrifié. Alors après, moi, je suis un peu étrange. C'est-à-dire que je suis amateur de films d'horreur. C'est pas le truc. J'ai pas que ça chez moi, loin de là. Mais c'est un genre que tu aimes. C'est un genre que j'apprécie. Et quand j'en vois un, en fait, si le film ne me fait rien sur le moment, je vais en faire des cauchemars. Et par contre, s'il me terrifie, ça va rien me faire après. D'accord. C'est trop bizarre. C'est-à-dire qu'il y a des films que j'ai vus de films d'horreur où genre justement Elodie ou ma sœur ou d'autres personnes à côté sont comme ça, tu vois, à me broyer les mains et les bras pour se rassurer. Et moi je suis en mode ça me fait rien. Ouais, voilà. On va dire ça me fait rien du tout. Et par contre après je vais mal endormir, tu vois. OK. Bon, du coup, j'ai très bien dormi après L'Exorciste, à mon premier visionnage. Bien sûr, ouais. Mais le film, à l'époque, m'a terrorisé. J'ai trouvé que les effets pratiques fonctionnaient et étaient incroyables pour l'époque. Ouais. Et surtout, alors peut-être pas incroyable pour l'époque, mais incroyable, je trouvais pas qu'ils avaient mal vieilli, en fait. Je les trouvais mieux que certains effets CGI aujourd'hui, tu vois. Et du coup, ça m'avait vraiment fait ça. Et puis, alors, effectivement, le choix du film, c'est aussi parce que, comme on disait, c'est un classique du genre et du cinéma. Et voilà, et donc moi, mes attentes, là, en le revoyant, c'était voir si le deuxième visionnage fonctionnait autant que le premier.
Ça n'a pas été le cas. D'accord. Le film, en fait, m'a tellement marqué à mon premier visionnage que du coup, j'avais un peu le truc de voir les trucs arriver. Oui. Et en plus, c'est-à-dire que quand j'ai voulu le regarder sur Canal, il y avait 2 versions. Oui. La version HBO et la version Insomnia. Et je savais plus quelle version était la bonne. Et du coup, j'ai lancé la mauvaise, évidemment. Et j'attendais particulièrement une scène qui, elle, m'avait terrifié pour des raisons que je développerai dans une autre partie. Et en fait, elle n'arrivait pas. Et à un moment donné, il reste 45 minutes de film. Je me dis, mais attends, mais c'est pas possible. Donc, je demande à ma meilleure pote, ChatGPT, et toujours présente. Oh, ce running gag. Et il me dit, bah ouais, non, effectivement, c'est pas la bonne version. Je fais, ah bah c'est cool. Bah du coup, je vais lancer l'autre. Et donc, effectivement, dès 35 minutes, il y avait une scène que j'avais pas vue dans la dite version. Donc, ça a été un visionnage un peu découpé. Mais mon avis général, c'est que je le trouve quand même, je trouve qu'il est quand même terriblement efficace, encore 52 ans après sa sortie. Parce que j'essaye de le remettre effectivement dans le contexte de l'époque où t'avais rien de tel. Non, mais il y avait rien de tel. Je trouve que visuellement, le film, il te donne quelque chose. Je trouve qu'il n'a pas une esthétique classique de ce qu'on se fait comme idée d'un film d'horreur aujourd'hui. Ouais. Et même à l'époque, je trouve qu'il sort du lot. Tu vois. Donc moi, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est quelque chose que j'apprécie. Je comprends pourquoi il a autant fonctionné pour le coup. Et je trouve que c'est un film à voir. Effectivement, tu seras peut-être pas, la preuve en est, tu seras peut-être pas terrorisé comme. Ça dépend des gens en fait. Ça dépend bien sûr. Ça dépend des attentes et ça dépend aussi de nos limites, un peu, je dirais. Oui, sans doute. Moi, je me suis dit a posteriori que, en réfléchissant aux films, tu vois, comme Rec, qui m'ont vraiment fait peur, je pense que moi, ce qui m'angoisse peut-être plus, c'est quelque chose qui me semble plausible. Et entre guillemets, le contexte de Rec, par exemple, je dis pas que c'est crédible, Rec, mais il y a, je sais pas, je me projetais plus facilement dedans. Dans Life, ça n'a rien de crédible, mais je sais pas, il y a un côté. Je sais, peut-être que effectivement, le fait que le film ait 50 ans et que même si pour l'époque, je le dis, hein, le film, la mise en scène, elle est réussie. D'un point de vue de la réal, ça fonctionne. Tu l'as dit, les effets pratiques. Franchement, le moment où elle vole et tout, c'est stylé. Ça marche hein, visuellement. Mais je sais pas, peut-être que j'arrive à mettre une beaucoup plus grande distance Bien sûr, ouais. avec ces effets-là qui font que... Tu vois, c'est pour ça que je t'ai posé la question pas tout à fait innocemment sur The Thing, que j'ai vu moi il n'y a pas très longtemps, cette année pour la première fois. Et The Thing, il y a vraiment des passages qui sont assez violents dedans. Mais je trouve, et notamment j'ai en tête un moment où vraiment tu vois des gens se faire zigouiller mais de manière visuelle. Mais pareil, c'est un film qui date et du coup c'est des effets pratiques. Et ben même si c'est plutôt bien foutu, moi ça n'a pas le même effet sur moi. Ça n'a pas le même effet que les effets pratiques d'aujourd'hui. Ouais, exactement. Ouais, je pense que j'arrive comprends. à... Puis encore une fois, tu l'as très bien dit, je pense que je m'étais fait une montagne de ce truc, moi. Encore une fois, je regarde jamais de film d'horreur, donc pour moi, c'était peut-être, l'angoisse. je sais pas. Mais en tout cas, écoute, tant mieux, au moins t'auras pas été terrorisé. Exactement. Mais je serais curieux de voir ton avis sur les Conjuring. Alors surtout les 2 premiers, parce que j'ai pas du tout aimé le 3e et j'ai pas vu le 4e. Mais les Conjuring, du coup, parlent de possession également. Donc quelque chose, si je suis ce que tu dis, qui ne devrait pas trop te parler, donc normalement te permettrait d'avoir une certaine distance, de ne pas t'impliquer autant. Mais le 2 particulièrement, je trouve, est très comparable parce que là, j'ai quelques scènes du 2 en tête et pour moi, c'est carrément l'héritage de l'Exorciste. Bon, donc ça sera intéressant. On verra ça. Oui, parce que bon, ça sera un parent, on va pas faire non plus. Hein. Mais voilà. Du coup, l'Exorciste, bon, de quoi ça parle ? De quoi ça parle, ce que j'allais te dire. Alors, je vais faire un petit résumé quand même. Raconte-nous ça. Alors, le film commence en Irak avec un prêtre archéologue, sans doute un ancêtre d'Indiana Jones. J'ai exactement pensé à ça. Voilà, qui découvre plusieurs statuettes de démons qui ont l'air de lui rappeler des souvenirs pas très plaisants. Et puis voilà, du coup, on va aux États-Unis, à Georgetown, dans la ville de Washington. On découvre donc Chris MacNeil, une actrice en plein tournage de son prochain film, réalisé par son ami Burke, ainsi que sa fille Regan, avec qui elle vit avec plusieurs domestiques. Une vie plutôt tranquille, où le métier de la mère n'empêche pas de profiter de son enfant, donc c'est plutôt bien, quoi. Pourtant, la jeune Regan va commencer à montrer plusieurs signes étranges. Elle est apparemment prise de spasmes, et son lit bougerait tout seul, l'empêchant de dormir. Et elle mentionne également un ami imaginaire rencontré lors d'une partie de Ouija solitaire, le capitaine Howley, ce qui va amener sa maman à lui faire passer quelques examens au cours desquels elle va se mettre à parler assez vulgairement et à envoyer chier quelques médecins. Ceux-ci mettent ce comportement un poil étrange sur les affres de l'adolescence et lui prescrivent un petit antispasme qui devrait la calmer un peu, quoi.
Mais lors d'une soirée chic dans leur maison, dans leur chic maison, Regan descend de sa chambre et urine sur le tapis dans une scène que je n'arrive pas à voir personnellement sans penser à la parodie qu'en a fait Scary Movie 2 dans sa scène d'intro. Voilà, ça c'est pour le petit clin d'œil. Et en parallèle, on suit le personnage du père Carras, donc Damien, qui est un prêtre psychologue boxeur jésuite qui a en plus un petit complexe d'Oedipe. Non, je rigole, en fait, il s'occupe juste de sa maman, mais finalement, elle va perdre la vie et lui, ça va lui faire remettre un peu sa foi en question. Pendant ce temps-là, la jeune Regan, ça va pas mieux. Hein. Elle va subir une nouvelle batterie de tests, dont une angiographie cérébrale. Donc, je vais quand même expliquer ce que c'est. C'est une technique d'imagerie médicale qui permet de fournir des images des vaisseaux sanguins dans et autour du cerveau pour détecter de possibles anomalies. Mais il n'y en a pas. Et alors, petite anecdote, un des techniciens dans cette scène est incarné par Paul Bateson, un ancien radiologue qui a été engagé sur le film après que le réalisateur l'ait vu pratiquer la dite angiographie. D'accord. J'en parle ici parce qu'il a été ensuite arrêté en 1979 pour meurtre. Et il est suspecté d'être un tueur en série. Ah waouh, incroyable. Voilà. Épisode d'Halloween oblige, je balance des petites infos comme ça. Hein. On est passé dans l'affaire sensible. Oui, non mais c'est ça. Bref, rien n'indique donc un quelconque problème chez Regan. Pourtant, tout plein de phénomènes continuent d'arriver. Alors, le lit qui tremble de plus en plus, des bruits de rats dans le grenier, un changement de voix qui devient rocailleuse, ses yeux qui changent de couleur, de la lévitation, une passion pour la gymnastique dans les escaliers, un amour un poil dérangeant pour Jésus, ainsi qu'une souplesse extraordinaire au niveau des cervicales. Et dans le même temps, suite au décès plus qu'étrange de Burke, donc le réalisateur alcoolique, un policier enquête et s'intéresse à Regan et à sa maman, car le mort serait tombé de la fenêtre de la chambre de la petite avant de dévaler des escaliers jusqu'à se tourner la tête à 180 degrés. Finalement, Chris va se dire, après avoir vu des psychiatres, qu'il y a moyen que sa fille soit habitée par un démon quand même. Il y a moyen, ouais. Voilà, et elle va chercher donc un prêtre pour pratiquer un exorcisme, et je vous le donne en 1000. C'est le papa Carras qu'elle va voir. Bien sûr. Absolument, le père Carras. C'est Jason Miller. Donc voilà où on en est à ce moment-là, avant de parler donc du dernier acte. Bon, est-ce que tu as une scène marquante, même si t'as pas du tout aimé à ce moment-là? Je retiens quand même quelques trucs. Je l'ai dit, moi j'ai beaucoup aimé le personnage campé par Jason Miller. Je trouve qu'il c'est un personnage c'est celui qui m'a le plus intéressé, parce que j'ai beaucoup aimé les séquences avec sa maman. On voit donc effectivement au début sa mère en fin de vie, puis on comprend qu'en fait elle est décédée. Et il y a notamment une séquence, un moment où il la voit sortir d'une bouche de métro et il essaye de courir pour la rejoindre. Oui, dans un espèce de rêve. Dans un espèce de rêve. Et en fait, il y a ce truc, cette imagerie de on court, comme s'il courait au ralenti. En fait, il avance pas. Et j'ai beaucoup aimé ça. Je trouve que le film, il réussit très bien ce genre de choses en termes d'imagerie. Ça fonctionne bien. Et ça, c'est un truc qui m'a plutôt plu. Après, j'aime bien toute la partie du film où la mère, elle est confrontée au corps médical. Parce que je trouve que le corps médical, évidemment, essaye de trouver une raison et essaye toujours d'atténuer la réalité. Et j'ai en tête notamment la scène où ils sont pleins de médecins autour d'une table avec elle. Et en gros, ils lui disent que faut qu'elle aille dans un asile et qu'elle a un problème psychiatrique, quoi. Et la mère, elle, à ce moment-là, elle est convaincue que c'est pas ça le problème, qu'il y a un problème étranger qui n'est pas inhérent au comportement de sa fille. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de voir que le personnage de la mère, en fait, c'est le personnage le plus solitaire du film. Parce que jusqu'à ce que les prêtres viennent, parce qu'elle met du temps à convaincre, il veut pas venir au début, oui, absolument. Miller. Et je trouve que ça, c'est la partie que j'ai trouvée la plus intéressante. C'est comment est-ce que tu essayes de trouver de l'aide dans un univers scientifique face à un truc qui ne répond à aucune règle scientifique, quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien. Donc ça m'a plutôt plu. Et ça va paraître très con, mais la musique, la fameuse, je savais pas que ça venait de là. Je connais cette musique depuis des années, je l'entends à tort et à travers. Je suis sûr que ça te ferait pareil avec la musique du film Halloween. C'est possible, que j'ai pas vu, donc c'est probable. Mais j'ai découvert ça, putain, mais ça vient de là en fait. Et par exemple, cette musique, moi, elle m'évoque plein de trucs. Elle m'évoque plein de choses auxquelles je l'ai vu associer, notamment sur Internet. Et effectivement, c'est quand je pense angoisse, horreur, si je devais choisir un bouton avec une musique sur la console sur laquelle on enregistre, c'est la première à laquelle je penserais, parce que effectivement, c'est un truc qui est devenu légendaire. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est
malgré tout assez incroyable dans ce film, c'est de voir que autant d'années après, même si moi je trouve que sur le cœur du truc, à savoir le fait que la gamine est possédée et qu'on est censé avoir peur, je trouve qu'aujourd'hui ça marche plus du tout. Je comprends malgré tout pourquoi le film il a eu cet impact-là. C'est-à-dire que quand je l'ai vu, j'ai pas l'impression que c'est un film aussi vieux. Je trouve qu'il a presque la gueule d'un film de la fin des années 80. Tu vois, par exemple, dans les effets visuels sur la gamine, bah, tu l'as dit, ça fait pas peur, je trouve, mais ça marche bien. Enfin, c'est beau, c'est pas ridicule, quoi. On a franchement vu des films bien pires que ça qui sont sortis bien plus tard. Donc, je trouve que, notamment dans le travail de la lumière, parce qu'à un moment, tu l'as pas dit, mais c'est surtout entre les mecs, mais dans la chambre, il fait très froid. Et ça, je trouve que c'est bien foutu. Tu vois, toute la partie sur la lumière, sur le fait qu'on voit la fumée à chaque fois qu'il parle. En fait, je trouve qu'en réalisation, c'est intéressant. Alors, c'est cette scène-là là, dont tu parles dans la chambre où c'est un frigo à la fin. Ouais. Faut savoir que c'était la vraie température. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il traumatisait ses acteurs. Hein. J'ai dit à peu près là tout pourquoi c'est considéré comme un film maudit. Parce que le réalisateur avait quand même une certaine manière bien à lui de faire ça. Et donc le thème de la musique, donc j'ai dit qu'il avait utilisé des thèmes existants, c'est un extrait de l'album Tubular Bells de Mike Oldfield. Okay. Oldfield, pardon. Et donc c'est un thème froid, lancinant. Mais c'est fou parce que je Wikipédiate là. Non, mais il faut de temps en temps. Mais c'est fou comme cette musique elle est restée. Ah bah oui, là, tu vois sur le Wikipédia là ils disent que c'est un film c'est une musique qui a inspiré qui a eu une très grande influence sur la musique de films du genre, notamment sur celle composée par John Carpenter. Oui, pour nombre de ses réalisations. Notamment The Thing. C'est pour ça que je t'en parle, puisque c'est lui qui le réalise. Oui, bien sûr. Et que tu en as parlé juste avant. Donc voilà. Donc okay. Voilà ce que j'ai retenu moi. Après, oui, malheureusement, je trouve que ça marche plus du tout. Je pense que c'est un film qui, pour des gens qui ne l'ont jamais vu et qui le verraient aujourd'hui, c'est mon avis, je pense que beaucoup de gens verraient d'abord... aurait du mal je pense que c'est un film qui peut plus aujourd'hui avoir l'effet qu'il a eu. Moi, je pense qu'il y a un côté aussi, où après, encore une fois, ça dépend des gens, mais je pense qu'il y a un côté aussi avec l'âge, peut-être. Oui, c'est probable, bien sûr. Parce que quand je disais que je l'ai vu qu'il y a 9-10 ans, j'avais pas 30 ans, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc je pense que je sortais à peine de la vingtaine. Je dis pas que j'étais encore mais influençable ou quoi, mais impressionnable en tout cas. Et puis plus impressionnable que maintenant. On n'avait pas la culture ciné qu'on a aujourd'hui, culture ciné entre guillemets. Oui, non, bien sûr, mais j'avais pas les mêmes, j'étais pas le même homme. Voilà, faut dire les choses. Donc voilà. Bon, et toi alors, qu'est-ce que tu retiens? C'est quoi les trucs? Parce que moi, pour le coup, premier degré, ça m'intéresse vraiment parce que quand tu as choisi ce film, c'est toi qui l'as choisi. On s'est mis d'accord pour faire les épisodes thématiques, mais je t'ai volontairement laissé choisir ça et je le ferai à chaque fois parce que tu connais mieux que moi. Et c'est vraiment, il n'y a pas eu une once d'hésitation. Tu m'as dit, on va faire L'Exorciste. Bah ouais, parce que je te dis, si je dois prendre un film qui m'a marqué vraiment ces dernières années, c'est bizarrement, c'est L'Exorciste. Comme je disais, le premier visionnage, moi, il m'a traumatisé pour une raison que je vais développer là aussi, qui est un peu plus drôle qu'autre chose, mais quand même. Mais voilà, moi, c'est un film qui est important, je pense, dans ma vie aussi, parce que comme je l'ai dit, c'est un film dont ma mère m'a beaucoup parlé, pour me dire, regarde pas ça, regarde pas ça, regarde pas ça. Donc je pense qu'elle m'avait un peu matraqué le cerveau là-dessus, bien malgré elle. Et voilà, c'est un film qui est important pour moi parce que je trouve que... Je te dis, ouais, non, le premier visionnage m'a traumatisé. Vraiment, j'ai trouvé le film impressionnant par ce côté, en fait, effet pratique. C'est-à-dire que j'y ai cru. Alors effectivement, le maquillage, il a un peu vieilli. Hein, il est très bien fait, il est crédible pour l'époque. Mais, et on a vu bien pire aujourd'hui, tu le dis très bien, mais... Je trouve qu'il a un charme, je trouve qu'il a quelque chose, je trouve qu'il a une esthétique bluffante pour un film d'horreur. C'est-à-dire que, tu vois, quand on a parlé de Joker Folie à 2, tu disais que c'était un film d'auteur, je trouve que ça pourrait presque être un film d'auteur sur certains points, tu vois. Oui, je comprends. Et je trouve ça super. Et oui, c'est vrai que quand tu m'as demandé, je t'ai dit, vas-y, on fait L'Exorciste, parce que je voulais voir s'il allait fonctionner sur toi. Bon, ça n'a pas été le cas, c'est pas grave, j'en trouverai d'autres. Mais voilà, c'est un film qui est important pour moi, voilà, tout simplement, que j'ai mis du temps à voir, qui a tellement bien fonctionné sur moi lorsque je l'ai vu la première fois que je me suis dit c'est celui-là qu'on doit faire. Je trouve que c'est un des meilleurs films d'horreur parce que justement il n'a pas tout le cliché du film d'horreur encore. C'est-à-dire que ce film permet l'existence de films comme Conjuring et ses suites, et comme beaucoup de films, et je pense vraiment tous les films de possession récents et modernes, mais
mais c'est lui qui a tout inventé. Alors effectivement, il y en a qui le reprennent très bien. Je pense au film Délivre-nous du mal, qui je trouve le fait extrêmement bien. Il est poisseux, et puis il est plus moderne. Et pour le coup, presque, il est plus pas crédible, mais on y croit un peu plus. Voilà. Bon, alors du coup, qu'est-ce qui a fait que ça t'a tant marqué le premier m'égare un visionnage? peu. Moi, c'est la Spider-Walk. C'est quand elle marche dans les escaliers à l'envers. Moi, cette scène-là m'a traumatisé. Mais vraiment premier degré, j'ai mis pause après. Ok, incroyable. Parce que en fait, c'est ça qui est bien avec ce film, je trouve, c'est que il y a tellement de scènes faites pour choquer. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi, tu vois, quand tu dis quelle scène est marquante, toutes les scènes où on la voit faire des trucs de ouf, en fait. Mais bien sûr. Je veux dire, elle se pénètre avec un crucifix, elle prend sa mère pour lui lécher machin, le sang et tout. Puis la tête qui tourne sur elle-même. Non mais rien que ça, c'est quand même le film. Quand tu penses à l'Exorciste sans l'avoir vu, tu connais déjà la musique, tu penses à une scène. C'est pas la scène du crucifix. Non, c'est la scène de la tête qui tourne. Tout à fait. Parce qu'elle a été parodiée, parce qu'elle a été reprise dans de nombreux films. Mais putain, c'est un film qui a... C'est lui qui a tout inventé. Alors, je dis pas parce que les scènes sont dans le roman aussi. Mais c'est un film qui a tout inventé. Et donc, la Spider-Walk, effectivement, c'est cette scène où elle marche à l'envers dans l'escalier et qu'elle ouvre sa bouche démesurément grande avec du sang qui gicle. Donc c'est une scène qui a été tournée avec une cascadeuse, Anne Miles, et un harnais. Et en fait, cette scène-là n'est pas dans la version originale. D'accord. Et je trouve ça fou. Je trouve ça okay. fou parce que cette scène, parce qu'elle m'a choqué. Et je vais dire pourquoi vraiment. Elle m'a choqué aussi parce que du coup, donc j'ai mis pause après cette scène parce que vraiment, en plus avec l'espèce de pseudo zoom où tu la vois descendre comme une araignée machin. Enfin, moi, je trouve que c'est formidable. Elle marche hyper vite. Elle marche super vite. C'est accéléré. Tu sais pas trop machin. J'ai mis pause et je suis allé pisser après. Évidemment, ce film-là, je l'ai vu avec Elodie. Parce qu'à l'époque, elle acceptait encore de regarder des films d'horreur. Je disais, elle acceptait encore ma compagnie. Aussi un peu, hein, mais bon, ça, c'est les affres du mariage. Vous verrez bien, monsieur, quand ça vous arrivera. Non, mais plus sérieusement, on n'est même pas encore mariés. Non, mais plus sérieusement, donc je me pose, je vais pisser. En fait, nous, on l'a regardé dans le noir complet. Tu vois, on a vraiment fait l'expérience. Je sors des chiottes, des toilettes, pardon. Il y a Elodie qui arrive en marchant à l'envers comme ça vers moi. Mec, quelle horreur. J'ai sauté littéralement au plafond, j'ai fait un bond en arrière, j'ai hurlé à en mourir. C'est horrible. Non, moi, je retiens deux choses. Elle a beaucoup d'humour et elle est très souple. Mais oui. Non, mais elle a peut-être pas fait aussi bien que la cascadeuse, mais elle l'a fait. Et rien que ça, mec, mais traumatisant. Tu la vois sortir du piton. Il y avait que la télé qui l'éclairait. Ouais, j'imagine. Ouais. Non, mais laisse tomber. C'était horrible. Donc voilà, fallait que je le dise. Fallait que j'en parle. Fallait exorciser. Donc, voilà, c'est ça. Non, mais en plus, je trouve que cette scène fonctionne très bien parce que à ce moment-là, moi, elle a bien marché. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans l'intrigue. C'est ça qui est bien aussi. Pas à ce truc-là. C'est-à-dire qu'elle arrive juste après qu'on annonce que Burke il est mort. Et en fait, t'as la mère qui est désespérée parce qu'au-delà d'être un alcoolique notoire, c'était son ami. Et en fait, d'un coup, elle se retourne et putain, tu la vois arriver comme ça. Ah non, mais traumatisant. Je trouve que le montage, il est efficace, mais d'une manière. Il y a un sens du timing. C'est lui qui a tout inventé, ce film, pour les films comme ça, pour les films de possession. Et je trouve ça fou. Bref, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Et alors, effectivement, scène marquante, c'est toutes les scènes choquantes. Hein, je les ai un peu mentionnées, machin. C'est ça, quoi. Donc, bon. Après, et alors, petite anecdote aussi encore, le film, toutes les scènes un peu calmes, etc., il a tourné notamment, tu sais, quand on la voit faire son tournage, Chris, au début du film, il a tourné, il avait dit à personne, hein, il avait demandé l'autorisation à personne. Il a tourné en plein public comme ça, les gens n'étaient pas au courant. Incroyable. Donc voilà, je trouve ça rigolo. Bon, alors comment ça se termine ? Il faut quand même venir à ça. Je vais vous le dire. Voilà. On y revient. Une imitation de Sarko tous les 15 jours. C'est ça. Donc du coup, suite à la demande à Karras, Karras n'est dans un premier temps pas d'accord. Hein. Puis finalement peut-être. Puis finalement non. Puis finalement si. Il accepte que Regan soit possédée, il le comprend, parce qu'elle dit des choses sur sa mère qu'elle ne devrait pas savoir, notamment qu'elle est avec eux, et qu'elle fait des choses pas très catholiques en enfer. Oui. Il prévient donc l'église, son église jésuite, qui prévient le père Mérine, donc le grand-père d'Indiana Jones au début du film, car celui-ci a déjà pratiqué un exorcisme plusieurs années auparavant en Afrique, et parce que Mérine n'a pas l'expérience pour pratiquer ce rite. Il dit même qu'il a failli y rester. Il a failli y rester, absolument.
Nos deux padresses s'en vont donc en Antarctique, non, dans la chambre de Regan, pardon, parce que oui, la chambre est en réalité devenue un frigo. C'est clair. L'exorcisme se passe donc plutôt bien, malgré quelques vomis sauvages qui ne sont pas sans rappeler la scène d'intro de Scary Movie 2, oui, encore elle. Et la mort du père Mérine, c'est ça aussi qui marque un peu cet exorcisme, c'est que le père Mérine ne survit pas à ce nouvel affrontement, parce que alors ça c'est pareil, moi je trouve que c'est pas dit dans le film, mais en fait le démon qui possède donc Regan, il est jamais nommé. Non. Il s'appelle donc Pazuzu. C'est pas une blague. Il s'appelle Pazuzu. C'est pour ça qu'il est pas nommé. Voilà, il s'appelle Pazuzu. Pazuzu. Pardon, je voulais vraiment le dire en mode Pazuzu en plus. Et en fait, alors, je crois que l'auteur, quelques années après, bien plus longtemps après, a écrit une suite à l'Exorciste, dans laquelle justement on est sur l'exorcisme en Afrique. Et c'était déjà ce démon-là qu'il avait exorcisé. Donc en fait, les statuettes de démons qu'il voit au début du film, le père Mérine, ce sont les statuettes de Pazuzu. D'accord. Ah oui, c'est dommage de ne pas l'expliquer. C'est expliqué, je pense, dans les suites, parce qu'ils le disent même dans la page Wikipédia, dans tous les articles que j'ai pu voir sur le film L'Exorciste, celui-là, donc ils le disent, mais c'est jamais nommé dans le film, quoi. D'accord. Bon, après les suites, on n'y reviendra pas parce qu'elles sont toutes... je les ai même pas vues, laisse tomber. Finalement, Karras convainc le démon de laisser Regan tranquille et de le posséder lui. Oui. Et donc il finit par sauter par la fenêtre de sa chambre pour se suicider, de la même manière que Burke a été tué. Et il dévale les escaliers en roulant boulant. Scène tournée 5 fois avec un cascadeur. Regan est sauvé, sa mère est traumatisée, elle déménage, le policier les rate de peu et va voir un film avec un collègue du père Karras. Et c'est la fin de l'exorciste. On est bien d'accord, parce que je me suis posé la question moi. Okay. Je t'écoute. Non mais quand il demande au démon de prendre possession de son corps à lui pour libérer la gamine, moi dans la mise en scène je comprends que quand il fait ça, il y a un plan assez rapide sur la fenêtre où il sait très bien qu'il va se jeter par la fenêtre. Bien sûr, oui, c'est pas le démon qui le fait se jeter par la fenêtre. Donc on est d'accord qu'en fait il fait ça à ce moment-là et c'est encore lui qui a le contrôle. Quand il saute, c'est pas le démon qui le fait se tuer, c'est bien lui qui se tue pour tuer le démon. Ah bah moi je le vois. On est d'accord. Je me suis posé la question. Je me suis dit est-ce que... Et alors, donc du coup le père Karras est mort à la fin du film, sauf que je te parlais des suites, à savoir que donc la deuxième suite, Linda Blair reprend son rôle, mais elle a toujours regretté cette décision apparemment. Mais elle avait déjà signé le contrat, donc c'était pas possible d'arrêter. Et dans L'Exorciste 3, juste un petit point quand même, Karras revient. Ok. En fait, il erre depuis 15 ans en étant amnésique, je sais pas quoi, apparemment le film est pourri. Ouais, voilà, okay. Moi j'ai bien aimé la fin où il y a un prêtre, un autre qui vient sur lui quand il est en train d'agoniser, ce qui meurt pas instantanément. Quand il est en bas des escaliers. Oui, il lui donne les derniers sacrements. Voilà, ça j'ai trouvé, pour le coup, étrangement, parce qu'à ce moment-là du film, moi j'en suis sorti, il ne se passera plus rien. Mais franchement, non mais sans rire, cette scène-là, ça m'a un peu touché. D'accord, ok. Tu vois, parce que ça, je m'y attendais pas. Ouais. Et en fait, le truc de... En plus, il répond pas, il serre juste la main. On voit bien qu'il n'arrive plus à parler. Oui, absolument. Ouais. J'ai trouvé que ça, c'était plutôt bien fait. Et même en termes de mise en scène, là, c'est assez joli la manière dont la cascade est faite. Il y a un mouvement de caméra qui n'a pas dû être facile à faire parce que pour montrer la chute, il y a un espèce de plan en POV où la caméra elle tourne sur elle-même. D'accord. Comme si elle dévalait l'escalier. Absolument, ouais. Et ça, je me suis demandé techniquement comment ils avaient fait ça parce que ça va pas être simple, surtout avec les caméras de l'époque qui étaient énormes. C'était pas des... Ah bah oui, c'est clair. Ouais. Et je trouve que ce truc-là fonctionne assez bien. Et puis surtout, là, tu vois vraiment à la fin, quand la mère, elle rentre dans la chambre, qu'elle se rend compte que sa fille n'est plus possédée, le soulagement. C'est le seul moment où elle retombe vraiment de sa tension qui est continue, quoi. Ah bah c'est clair, en même temps, je me mets à sa place. C'est pas faux. C'est un truc de ouf. Et juste pour te dire, juste un point effets spéciaux, parce que vraiment, moi, les effets spéciaux m'ont passionné dans ce film. À un moment donné, dans le film, on comprend que Regan est toujours dans son corps, puisqu'il y a les mots « help me » qui apparaissent sur son ventre. En fait, ils ont inventé un mécanisme de pompe caché sous la peau pour faire apparaître les mots « help me ». Okay. C'est une prothèse gonflable remplie de lait et d'air comprimé, filmée en reverse. Ils ont écrit « help me » à la graisse sur la fausse peau, puis ils ont aspiré l'air pour faire disparaître les lettres, et à l'envers, ça donne un effet de lettres qui sont incroyable. Voilà, c'est juste non mais encore une fois une bonne idée. Enfin, au regard de ce que tu dis, je comprends effectivement à quel point le film a eu un impact parce qu'en fait il a inventé plein de techniques. Je sais pas à quel point il a inventé. Enfin, ils ont dû trouver, mais comme beaucoup de métrages, ils ont dû trouver des techniques pour donner le change. Mais je pense que c'est la façon qu'il a de le faire en fait, qui rend le film impactant. Et puis en 73, encore une fois, il y avait jamais eu ça.
Oui, Il n'y avait jamais eu ça. J'ai pas vu. Nouveau. Voilà, désolé, hein, j'ai pas vu Rosemary's Baby, donc je vais pas m'engager sur la comparaison. Peut-être que mais Rosemary's Baby, c'est pas, je crois que c'est pas de la possession, c'est une question d'antichrist ou quelque chose comme ça, d'un enfant qui le sera. Donc c'est encore différent. Tout à fait sur la même thématique. On n'est pas tout à fait sur la même thématique. Donc voilà, c'est comme ça que se termine l'Exorciste, et c'est aussi comme ça que va se terminer notre épisode. Sauf si tu as quelque chose à rajouter. Non, mais si je suis très honnête. Le fait d'avoir vu ça, et encore une fois, je vais pas dire que je l'ai regardé à reculons, mais pas loin quand même. J'avais vraiment pas envie de le voir, parce que j'avais vraiment peur de passer un mauvais moment au sens littéral. Et en fait, je me dis que un argument que tu as employé qui est très juste, je pense, c'est l'âge. Et je pense que maintenant, ça a peut-être un peu moins d'effet aussi sur moi, ce genre de film. Ça m'a quand même donné un peu envie de connaître un peu plus ce genre. Alors avec parcimonie. Une petite victoire déjà. Mais tu vois, par exemple, tu as cité ça. Alors, bon, c'est pas celui qui m'attire le plus, mais par exemple, des films adaptés de Stephen King, je pense qu'il y en a quelques-unes que j'aimerais bien voir maintenant. En me disant peut-être que c'est un cinéma auquel je pourrais m'ouvrir parce que, encore une fois, je pourrais y trouver une forme de plaisir que jusqu'à maintenant, j'ai jamais trouvé. Et là, le fait de voir ça en me disant, ok, en fait, parce que je pense que ce film-là, j'en ai pas du tout profité, l'Exorciste, parce que j'avais tellement peur d'avoir... Le seul truc que j'ai retenu, c'est, en fait, ça fait pas peur. Mais du coup, j'ai eu du mal à me concentrer. Je vais pas te mentir, à un moment, j'ai mis une pause pour aller chercher un verre d'eau, et ça faisait 45 minutes. Et j'ai dit, putain, si ça fait 45 minutes, il n'y a rien eu d'inquiétant quasiment. Enfin, ou très peu. Et j'ai dit, en fait, ça va. Si la proportion de trucs inquiétants, c'est ça, je vais m'en sortir, quoi. Et du coup, je me suis dit, peut-être que ça serait intéressant maintenant que je m'ouvre un peu à ce cinéma-là. Et donc, que je regarde des films de genre. Alors évidemment, il y a les crescendo, tu vois. Mais par exemple, je me suis dit, j'aimerais peut-être voir des films tirés d'œuvres de Stephen King. Parce que je pense qu'il y a de Stephen King, pardon. Je sais pas pourquoi le S, tu le chase en Spielberg, voilà, je suis désolé. Mais j'aimerais bien, je pense qu'il y a des trucs, intéressants. Donc voilà, ça aura au moins, il se mérite de me donner envie. Et oui, après à voir, parce que Stephen King, c'est de l'horreur, mais en même temps, c'est aussi beaucoup de thriller, ouais. J'ai pas en tête parce que moi j'ai vu l'adaptation en téléfilm de ça, qui date des années, je crois que ça doit être des années 80, qui est un peu risible aujourd'hui, tu vois, pour le coup. La partie 1, le premier film de ça de 2017 est très efficace dans mon souvenir. Okay. Il y a une suite, non ? Il y a une suite, un an plus tard, je crois, pareil, qui est bien, mais qui est moins flippante, qui est un peu plus dans, je dirais pas l'action, mais il se passe plus de choses, donc il y a moins cet effet comme ça. Après, Stephen King, c'est tout ou rien, ses adaptations, c'est ça que je veux dire. Bon, écoute, parce que après, je connais pas assez les adaptations de Stephen King. J'ai en tête Christine, la voiture tueuse, tu vois. Je pensais à lui. Il y a Cimetière, Cimetière, on pourrait peut-être tester. Je l'ai jamais vu en plus. Ça pourrait être mais je te dis, après, je pensais à lui parce que pour moi, je l'associe à ce genre-là dans la littérature, et je me dis que ce soit lui ou un autre, une autre adaptation, mais ça m'a un petit peu donné envie quand même. On testera. Moi, j'aimerais bien tester un autre film de possession avec toi et puis voir si même sur moi ça marche toujours autant ou pas, mais je sais que les 2 premiers Conjuring en truc de possession, en film de possession, peuvent être intéressants à traiter. Bon, écoute, on se les met on ajoute à la liste. Qui commence à s'allonger, surtout qu'en plus on n'arrête pas de mettre des films qui sortent en plein milieu. Donc c'est un peu la nouveauté cette année, c'est qu'on fait des films qui sortent. Alors on peut le dire ça sans rentrer dans les détails, mais on va en refaire d'autres dans l'année. Ah oui, au moins. Oui, je pense. On a au moins 1 ou 2 en tête qu'on fera peut-être pas. Alors là, la semaine dernière, on a fait Kaamelott vraiment quand il est sorti. On s'était organisé pour, mais il y en a certains, on le fera peut-être pas dans la semaine, mais il y en a quelques-uns. Si on peut, on fait. Si on peut pas, on fait pas, parce qu'après il y a aussi nos plannings. Exactement. On a quand même des métiers. Ce qui paraît. donc bon. Et si vous voulez qu'on en fasse plus, il faut qu'on ait plus de métier. Il faut que ce soit ça notre métier. Ça ne dépend que de vous. Le mec insupportable. C'est pas possible. Non, écoute, moi j'ai rien à rajouter. Je suis très content d'avoir parlé de ce film avec toi. C'était très intéressant. Je suis content de l'avoir découvert. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur TTPQ. Salut. Salut tout le monde. Bastien. Ciao. Salut Guillaume. Ne passerez pas. Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. D'accord, faisons comme ça.